Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour revenir en détail sur les deux courses par étapes de ce début du mois de mars, Paris-Nice et Tirreno Adriatico, deux courses qui ont bien pu se dérouler dans leur entièreté. On avait quelques doutes, notamment sur Paris-Nice, mais les 8 étapes ont bien pu avoir lieu cette année, et c'est déjà quand même une bonne nouvelle que cela ait pu se dérouler ainsi. Pour parler de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico, j'accueille avec grand plaisir nos deux spécialistes du groupe Eto du jour. Hugo pour commencer. Salut Hugo. Salut Mathieu, ça va? Ça va très bien, merci. Et on est également avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut Hugo, salut tout le monde. Alors pour mettre dans l'ambiance déjà, on va rappeler que Hugo avait misé sur Richie Porte pour Paris-Nice, qui a été un pari très vite gagnant, puisque Richie Porte a été le premier coureur à abandonner. Et tout ou rien avec moi. Mais c'est 50-50 parce que je ne misais pas sur Guggenhardt et il a abandonné aussi. Et je suis quand même très fier de ça. Joli jackpot, en effet. Et donc dans ce podcast, on va revenir justement sur ce qui s'est passé sur Paris-Nice avec non seulement la victoire de Maximilian Schachmann, les performances de Primož Roglič et ses déboires, avec en particulier la dernière étape. On évoquera également bien évidemment Tirreno Adriatico avec la victoire de Tadej Pogačar et les performances des monstres du cyclisme actuel que sont Pogačar mais aussi Wout van Aert, Mathieu van der Poel et également Julian Alaphilippe qui a remporté une étape tout de même. Et enfin on terminera avec un petit point sur Milan-San Remo, la course la Primavera, classique la plus longue du calendrier qui aura lieu ce samedi, bien évidemment avec un parcours légèrement modifié pour cause de travaux il me semble. À présent, pour ce chasse-patate, vous savez tout, attention au départ, chasse-patate, c'est parti! Alors à présent, pour commencer vraiment dans le vif du sujet, Paris-Nice, la course au soleil qui a donc été remportée par Maximilian Schachmann devant Alexander Vlasov et Yon Izagirre. Déjà première question, comment est-ce que vous avez trouvé ce Paris-Nice dans sa globalité, Titouan? Perso, je l'ai trouvé un peu moins bien que les années précédentes, mais en même temps, c'est pas vraiment la faute des coureurs ou quoi que ce soit, c'est la faute de la météo. Vu que les les 3 dernières éditions, on a vu la pluie, du vent, voilà, donc on avait des bordures, etc. Et là, ça avait rendu la course beaucoup plus plaisante. Et là, avec un parcours en plus un peu moins extravagant, disons, que d'autres années, et la dernière boucle qui a été changée, c'était pas une édition exceptionnelle, même si on a eu une très belle dernière étape. Hugo, de ton côté, un peu mitigé également? Ouais, même très très mitigé. Bon, certes, le parcours n'aide pas parce que c'est des courses de côte, mais j'avoue que j'étais quand même déçu de la sélection sur Chirouble. Pareil sur l'étape de Bio, je voyais quand même ça un peu plus animé. Et au final, en fait, on a eu étape de sprint, étape pour course de côte. Et au final, la seule animation, mais qui n'a pas pour autant rendu la dernière étape folle, c'est la chute de Roglič, mais on n'a pas eu de grosses étapes, même la dernière étape, dans son déroulé, on n'aurait pas eu la chute de Roglič, ça aurait été la même étape avec un petit sprint en petit comité. Au final, ça n'a pas vraiment changé grand-chose au déroulé, donc pour moi, on n'a vraiment pas une grosse édition de Paris-Nice. Ouais. Et justement sur cette dernière étape qui a changé beaucoup de choses, parce que le classement général a été quand même profondément modifié avec Primož Roglič qui était leader solide et qui finit 15e, ce qui est sa plus mauvaise performance sur une course par étape depuis un petit bout de temps, hein, lui qui avait remporté 8 de ses 10 précédentes courses par étape depuis un petit moment. Est-ce que la Jumbo-Visma a fait une erreur pour essayer de faire revenir Roglič au sein du peloton? On va reposer le cadre. On est dans le dernier tour du circuit autour de Levens, la descente de Levens, dernier virage, Primož Roglič tombe, se relève rapidement, mais il doit changer de vélo, problème mécanique, et à ce moment-là, le peloton embraye avec notamment les coureurs de la Bora-Hansgrohe de Maximilian Schachmann, qui disent vouloir jouer pour l'étape, et ensuite on retrouve la télé avec
paf, Primož Roglič qui est distancé. Et Primož Roglič ne reviendra jamais, même si à certains moments il revient à quelques dizaines de mètres. Est-ce que là, Jumbo-Visma a fait une erreur ou est-ce qu'il n'y avait rien à faire véritablement? Hugo? Pour moi, l'erreur, elle est indiscutable. Pour moi, ils ont paniqué. Ils se sont tous relevés en même temps. Mais je pense que l'erreur, elle est à prendre dans un cadre plus large. Parce qu'au final, on a su après l'étape que Roglič, il s'était fait une dislocation de l'épaule, si je me souviens bien, Sur la chute, Et- sur la sur la chute au chute premier tour. précédente en plus. Et sachant qu'il était blessé, pour moi, ça a été comme une erreur de le laisser seul aussi rapidement. Alors effectivement, peut-être qu'il pensait pouvoir le ramener vite fait, mais sachant qu'on était quand même dans une phase de course qui leur était très défavorable avec vent de face dans la remontée de la vallée, il avait visiblement que Kruijswijk, Bennett et Oomen pour l'aider. Ça se demandait quand même où étaient Van Emden et Hofstede. Et effectivement, est-ce qu'ils n'ont pas trop travaillé avant alors qu'il n'y avait pas de nécessité à travailler? Enfin, pour moi, j'ai pas compris pourquoi il s'est retrouvé seul aussi vite. C'est pas normal quand tu as un leader comme ça de le laisser tout seul comme ça. Titouan, est-ce que tu partages la position de Hugo? Plus ou moins. En fait, pour moi, c'est pas tant tactiquement où ils ont fait une erreur. C'est plutôt où physiquement, ils n'étaient pas à la hauteur. Roglič, déjà tout seul, avec son épaule en vrac, ça aurait été un peu compliqué pour lui dans tous les cas, même avec une équipe solide, de revenir. Et même son équipe, Hofstede et Van Emden, ils ont abandonné tôt. Tony Martin, lui, il avait abandonné sur chute sur l'étape 6, il me semble. Donc déjà, il partait avec un handicap physique. Et à partir de ce moment-là, ils ont joué le tout pour le tout. Et bon, ça n'a pas réussi, mais ça justifiait. Et c'était pas non plus la pire erreur tactique qu'ils aient pu faire. Après, on peut globalement interroger aussi leur volonté d'être tout le temps à l'avant. Et comme disait Hugo, sans ça, ils auraient pu s'économiser et avoir Hofstede, justement, par exemple, qui aurait abandonné plus tard. Et voire pas du tout, et du coup, qui aurait pu aider vraiment Roglič efficacement. Donc pour toi, c'était presque impossible de revenir, même s'il était tout proche, dû au fait des conditions, avec le vent de face, les équipes qui roulent devant. Exactement, oui. Bah, seul contre tous, presque. C'est un peu la situation de Pinot vers Albi, où il a failli revenir, puis paf, ça pète, et jamais il a pu revenir. Pareil là. Je trouve que la situation est quand même un peu différente, parce que certes, ça pète, mais il y a quand même des coéquipiers encore avec lui. Là, c'était vraiment, là, comme tu dis, c'était vraiment le tout pour le tout. C'est soit ça rentre pas. Mais quand tu dis physique, pour moi, il y a aussi comme une période tactique, parce que justement, il connaissait l'état de Roglič avec sa chute précédente. Et pour moi, connaissant son état, c'était vraiment une erreur pour moi de le lâcher seul comme ça. Ah, justement, avec un meilleur niveau physique, ils auraient pas eu ils auraient pu rester avec lui encore plus longtemps, parce que même malgré son épaule, il a quand même plutôt bien joué. Il a quand même limité la casse par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. C'est vraiment ses équipiers qui étaient pas au niveau physique. Et quand les équipiers sont pas au niveau, tu peux faire ce que tu veux. Je pense niveau tactique, tu vas pas bien loin. Après, justement, dans le niveau de l'ordre de ses équipiers, c'est Steven Kruijswijk qui a été redescendu le premier, lui, pour tirer des bouts droits dans la vallée. Mais en même temps, on fait redescendre également George Bennett et Sam Oomen. Est-ce qu'il aurait pas peut-être fallu les faire patienter dans le groupe devant et les faire redescendre une fois que Kruijswijk a eu fini son relais, en s'approchant de la montée? De ce que j'ai vu, ils ont quand même mis un petit temps à redescendre. Mais les faire redescendre un, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, parce que de toute façon, il aurait fallu se relayer pour faire rentrer Roglič. Donc, qu'ils soient descendus un par un ou tous ensemble, pour moi, ça aurait pas changé grand-chose, parce qu'ils se seraient retrouvés ensemble avec Roglič. Je suis pas sûr que mettre un à fond, puis un autre à fond, puis un autre à fond, ça aurait été mieux que faire des relais à 3. Sauf que là, visiblement, il y en a 2 qui ont pété rapidement et il en restait plus qu'un et que ça n'a pas suffi. Et après, justement aussi sur cette dernière étape, donc Maximilian Schachmann remporte de ce fait le classement général, lui qui était deuxième du classement général à la veille au matin de cette dernière étape. Maximilian Schachmann qui lui déclare en substance que il visait la victoire d'étape, qu'il n'est pas extrêmement content, ravi de gagner ainsi. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de l'Allemand?
Personnellement, je sais pas si c'est de l'esbrouf ou pas. Parce que je comprends en même temps que sa position de ne pas vouloir gagner de cette manière s'entend. Mais en même temps, quand on voit comment les Bora ont accéléré, et où il y avait Pierre Latour qui disait que justement qu'ils ont accéléré pour faire l'écart, on se dit que bon, il y avait quand même bien cette volonté de gagner le général. D'autant qu'avec tous les autres sprinters qu'il y avait, par exemple, je pense à Laporte ou Kurt Nielsen qui a fini par gagner l'étape. Pour l'étape, Sharman, il avait très peu de chance au final de vraiment la gagner. Et il n'a pas non plus, j'ai l'impression, d'avoir tout mis en œuvre pour gagner l'étape. Il n'a pas vraiment attaqué sur les gros pourcentages ou quoi. Donc, j'y crois qu'à moitié à cette version. Bah après, on peut comprendre qu'il n'ait pas forcément eu envie à la base de gagner comme ça, mais que ça s'est présenté. Du coup, il s'est dit, bon bah, tant qu'à faire. Et après, ça se comprend ou ça peut être mal vu peut-être de se dire on profite de la chute, du fait qu'il soit distancé ainsi pour aller prendre le maillot jaune? Ah, un peu les deux, un peu des deux. Comment dire? C'est un temps compréhensible, mais d'autant plus que les Jumbo-Visma on contrôle tout le temps. Donc à partir du moment où ils sont en difficulté, même sur un fait de course comme ça, c'est pas interdit d'embrayer. D'autant que justement c'est un fait de course, que c'est pas leur faute si Roglic il tombe 2 fois. Donc est-ce que c'était nécessaire d'en profiter? Non, mais c'est pas spécialement condamnable à mes yeux. Hugo? Ouais, ça, pour moi, c'est un fait de course comme on peut avoir sur les Flandriennes. Tu chutes, tu crèves, tu casses ton vélo. Bon, bah, voilà, ça fait partie de la course. Après, effectivement, bon, bah, il va pas dire oui, je suis ravi de gagner. Cool, on a vu Roglic et puis voilà. Enfin, ceci, pour moi, c'est un peu normal que dans leur com, ils disent bon, bah, on n'avait pas envie de gagner comme ça, mais on visait l'étape. Après, effectivement, ce qui peut questionner, c'est que l'écart était quand même resté stable au niveau des échappées, avec les échappées de devant. Et quand Roglic tombe, effectivement, l'écart il diminue, quoi. Il se met vraiment à fond. J'ai vu certains sur le forum qui parlaient de surplus d'énergie. On est quand même passé d'une situation où l'écart était stabilisé avec l'échappée à on roule à fond pour rattraper tout le monde. Alors certes, on veut jouer l'étape, mais effectivement, comme dit souvent, je vois pas trop Sharman jouer l'étape face à ceux qui restaient encore là dans le peloton, sachant qu'on avait comme Laporte très favori, vraiment parmi les favoris de cette étape. Et justement, la veille de cette dernière étape, sur l'avant-dernière étape, à l'arrivée à la Colmiane, on a une scène qui a beaucoup fait parler avec Primož Roglic qui s'impose en venant sauter, dépasser dans les derniers mètres Gino Madère, le Suisse qui avait pris l'échappée matinale et qui était le dernier à résister au retour des hommes forts du peloton et qui s'est fait doubler dans les derniers hectomètres, avec même aussi un petit geste de dépit un peu qu'on voit à l'arrivée. Est-ce que, comment dire, ce fait de course, la façon dont Primož Roglic a agi pour aller chercher cette victoire d'étape, est-ce que ça vous gêne ou est-ce que vous comprenez finalement que c'est simplement la course? Moi, c'est plus la manière qui me questionne, parce que à un moment, on dirait presque qu'il laisse l'échappée gagner, qu'il y a une volonté de laisser l'échappée gagner. À 800 mètres de l'arrivée, on dirait presque qu'en voyant l'échappée devant, il lève le pied. Pour après, à 200 mètres, peut-être un peu avant, envoyer sa grosse patate et regarder Madère, dire bon bah, même pas à peine arrière, c'est ça en fait. C'est vraiment aucune considération presque pour Madère. Ça aurait peut-être été pire s'il l'avait regardé, cela dit, un peu comme pour dire ah t'as vu, je t'ai rattrapé. Ça, non, mais après, il y a différentes manières de regarder. Il y a de la compassion. Ça aurait été possible de regarder Madère, de le passer sans mépris, ou même de le rattraper et simplement le laisser gagner pour se faire des amis. Parce que là, il s'est pas fait d'ennemis non plus, mais il s'est pas fait d'amis. Et le peloton, on sait comment ça marche. C'est beaucoup à ça. J'avais souvenir de Contador qui avait eu des situations où il avait gagné des alliés sur un Giro par exemple, et qui lui avait sauvé sur quelques faits de course. Donc pour Roglic, déjà que la Jumbo-Visma qui cadenasse, ça aide pas. Là, il s'est encore fait moins d'amis. Donc bon, après, c'est leur tactique. Ils ont une victoire. Bon voilà.
Est-ce que ça a pu jouer sur le déroulé de l'étape du lendemain? Ou c'est Euh, franchement extrapolé, hein? non, franchement, parce que déjà, au niveau, au niveau des aides possibles, il n'y a pas eu de Bahreïn. J'ai pas vu de Bahreïn aurait été en mesure de les aider ou de les enfoncer. Et les Bora, c'est pas eux non plus qui ont été pénalisés, c'est sur la Colmiane, donc je ne pense pas à ce niveau-là. Hugo, de ton côté, comment est-ce que tu as vu les choses, vécu les choses, hein? Moi, c'est particulier parce que on va dire j'ai eu la chance de ne pas voir ça en direct. J'ai vu ça sur le résumé de l'étape le lendemain. Mais je peux comprendre que la manière choque. Après, c'est la course. Donc c'est-à-dire que d'abord, toi, tu apprends que Primoz Roglic gagne devant Gino Bader, et après, tu vois les images et le dernier kilomètre. Alors, pas vraiment, parce que sur le forum, j'avais quand même vu les messages justement sur cette situation le jour même, mais j'avais pas regardé en direct parce que j'étais pas disponible. Mais du coup, j'avais vu les images le lendemain. Pour moi, c'est pas une situation qui est comparable à des situations, enfin, à d'autres coureurs qui dépassent l'échappée dans les derniers mètres, comme Navarro qui est dépassé par Yates sur le Dauphiné 2019, il me semble, ou Grelier qui est dépassé par Lutsenko sur le Tour de Man, parce qu'ils veulent chercher une victoire d'étape, parce qu'ils n'ont pas forcément un gros palmarès. Et la différence, c'est que Roglic avait déjà 2 étapes. Mais c'est quand même pas forcément très différent, parce qu'il reprend un coureur dans les derniers mètres. C'est cruel, mais c'est la course. Moi, effectivement, je n'ai pas vu en direct les images. Donc, peut-être que c'est effectivement très très cruel la manière dont il a fait, mais sur la manière, je pense que c'est la manière qui interroge plus que c'est la forme plus que le fond, parce qu'au final, voilà, son équipe a roulé. Ce qui est plus dérangeant par rapport au peloton, c'est que effectivement son équipe cadenasse et qu'elle roule pour qu'il ait toujours une possibilité d'aller choper la victoire d'étape. Voilà, pour moi, ce qui gêne plus dans le peloton, c'est qu'il roule tout le temps, plus que aller chercher la victoire quand ils peuvent la prendre. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce que j'ai vu, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué avant, par exemple. Mais le problème, c'est que la Colmiane, c'est pas un col où tu peux attaquer de loin parce qu'il y a quand même plus ou moins un replat au milieu de la montée. Donc c'est vraiment, ça se redresse un peu dans les 3 derniers kilomètres. Bon, effectivement, c'est les 3 derniers kilomètres, c'est pas les derniers 200 mètres, mais c'est pas une configuration de course qui te permet d'aller reprendre l'échappée assez loin de la ligne d'arrivée. Déjà aussi, le point qui est quand même un peu à noter, quand même, c'est que au moins, Gino Madère n'a pas vraiment mal pris cette défaite, puisqu'il a déclaré sur Twitter notamment une victoire n'est vraiment agréable que si vous êtes le plus fort. Une victoire offerte n'a pas la même saveur. Et aussi, de toute façon, pour résumer un peu la situation, le scénario est simple. Le premier sur la ligne gagne, je dois juste être plus rapide. Ça résume un peu ta Ouais, c'est pensée, ça. Hugo. Et puis Madère, il est encore très jeune. Il a eu une première année compliquée en World Tour. Je crois qu'il était blessé. Donc au final, quand on le voit déjà à ce niveau, on se dit bon, tu auras d'autres occasions. Okay, tu as raté celle-ci, c'est cruel, mais il aura d'autres occasions. Ça peut faire progresser par la suite un peu c'est ce que tu dis. Ouais, il progresse là depuis le début de la saison. Il est quand même à un autre niveau de ce qu'on avait vu ces 2 dernières années, quoi. Sur la lignée de sa Vuelta, sur la lancée de sa Vuelta 2020. Donc ouais, il a toutes les cartes en main pour aller chercher une victoire d'étape en World Tour. Petit tour pour dire que t'es pas tout seul. J'ai quand même noté notamment Chris Horner qui a déclaré sur sa chaîne YouTube que c'était une vilaine victoire. Vilaine, j'irai pas jusque-là, mais après, oui, c'est pas la plus belle, quoi, disons. C'est le fait, ouais, vraiment de reprendre aussi proche de l'arrivée, alors que Hugo parlait des 3 derniers kilomètres difficiles. Quand on voit les événements du lendemain, avec le recul, on peut se dire que s'il avait attaqué plus tôt, il aurait pu faire plus d'écart et il aurait peut-être été moins mis en danger le lendemain. Il aurait eu moins de pression, il se serait peut-être moins mis en danger dans les descentes, etc. Donc, Après, il avait quand même un des écarts les plus importants sur un Paris ces dernières années quand même. déjà, oui. Quand on sait déjà qu'en plus il a perdu le tour face à un super Pogacar sur le dernier chrono, on aurait pu se dire qu'il aurait appris et qu'il aurait pu vouloir faire des écarts dès qu'il peut. Bon, il n'a pas fait. Et Après, non, je la trouve voilà, pas c'est vilaine en un soi. souci sur chute et souci mécanique, quoi. C'était sur une dernière étape qui a rien de bien compliqué. Je pense que c'est plus à questionner effectivement pourquoi Roglic chute autant au final. Est-ce que c'est la pression plus que il se fait parce que qu'il ait eu plus d'écart ou non, vu qu'il se prend 3 minutes dans la tête à la fin, ça aurait pas changé grand chose, quoi.
Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'au final, ces deux dernières étapes, ça peut pas être un peu symptomatique du comportement de la Jumbo-Visma avec une équipe qui veut absolument tout gagner, comme on a pu le voir à la Colmienne, mais aussi une équipe qui peut par moments faire des erreurs tactiques ou manquer de chance, manquer toujours d'un petit plus pour avoir la victoire, comme on l'a eu sur la dernière étape? Oui, moi je trouve que ça résume assez bien, en fait. C'est vraiment les deux. Comme tu as dit, c'est le double tranchant de l'équipe. C'est un moment on contrôle, on a parfaite gestion, et l'autre, on enchaîne les déconvenus. Euh, c'est là où on peut faire le parallèle avec la Sky de la grande époque, où même quand il y avait des déconvenus, ils étaient à peu près en gestion, il y avait une certaine forme de calme presque, alors que là, le Jumbo, on avait un peu l'impression que c'était panique à bord sur la dernière étape. À raison. Ça, je dirais qu'il y a peut-être même, chez la Sky, c'est une forme de rotation. C'est quand il y en a un qui est pas là pour une étape, bah, tu vas voir un autre coureur qui va prendre sa place dans l'échelon. Alors qu'au final, chez la Jumbo, on contrôle tout le temps, mais avec tout le monde. Et donc, du coup, bah, plus on avance, plus ils sont cramés. C'est pas des bons joueurs de PCM. Donc ils ne sont pas encore imbattables. Ça laisse, ça laisse du suspense et maintenant il faudra faire attention à chaque dernière étape où Primoz Roglic est leader d'une course par étape. Et pour finir la page de Paris-Nice, parlons du comportement des Français, des résultats des Français. Déjà, du point de vue classement général, on a Guillaume Martin qui prend la 5e place et un deuxième Français, Aurélien Paré-Peintre, dans le top 10, puisque le jeune grimpeur d'AG2 Terre mondiale a terminé 9e. C'est un bon Paris-Nice sur ce plan pour les coureurs français, où on pouvait attendre mieux. Alors, on pouvait attendre mieux de la part de Godu. Malheureusement, il a chuté 2 fois. Après, concernant les autres Français, je pense qu'honnêtement, on s'en tire bien. Aurélien Paré-Peintre, vraiment, il continue sur sa lancée, il progresse petit à petit. Donc faire un top 10 pour Paris-Nice, sur Paris-Nice, pour lui, je pense que c'est très bien. Et Guillaume Martin, c'est ses lacunes en chrono, mais sinon, il montre vraiment qu'il est parmi les meilleurs grimpeurs et qu'il peut parfaitement faire des résultats comme il l'a fait l'an passé, quoi. De se dire que sa fin d'année 2020, c'était pas un one-shot et qu'il continue à être parmi les plus forts en montagne, c'est super sympa. Titouan? Oui, exactement. Je retiens surtout notamment Guillaume Martin qui a fait vraiment preuve d'un beau comportement, alors qu'on peut se dire qu'il n'est pas 100% de ses capacités, qu'il était hors prise. On rappelle. Mais au niveau du classement général, non, il n'y a vraiment pas de regret à voir quand on voit la start list, à part évidemment David Godu, qui semblait vraiment très fort, qui limite par exemple très bien la casse à Chirouble alors qu'il avait chuté. Et malheureusement, sa chute ne l'a pas aidé pour ses performances. Mais non, par rapport aux conditions, c'était un bon Paris-Nice au niveau du classement général pour les Français. Après, au niveau des étapes, c'était assez frustrant avec les sprinters qu'il y avait au départ. Voilà, c'est la deuxième partie. Du côté des sprints, il y avait quand même pas mal des meilleurs sprinters français qui étaient engagés, avec Arnaud Démare, Christophe Laporte, Nasser Bouhanni, Brian Cocard. Et on n'a pas mieux qu'une deuxième place, on n'a pas de victoire donc au global, même si on a quand même 4 deuxièmes places, avec Christophe Laporte deuxième à Biot et à Levens, Bouhanni deuxième à Bolène, et Démare deuxième sur la première étape. Sachant qu'on complétera le panorama des deuxièmes places avec celle de Rémi Cavagna sur le contre-la-montre. Au niveau des sprints, donc petite déception, même s'il y avait quand même un Sam Bennett très très costaud. Oui, petite déception, surtout pour moi au niveau du train de la Groupama FDJ, où on sentait qu'ils n'étaient pas encore à 100%, que ce soit physiquement ou tactiquement. Physiquement, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'ils pouvaient faire mieux dans les derniers kilomètres pour amener Démare le plus proche possible de la ligne et le déposer. Et tactiquement, parce qu'il y avait quelques petits ratés à certains moments, où justement par rapport à leur capacité physique, ils remontaient trop tôt, ou ils remontaient pas du tout sinon. Et c'est plus là le point noir à mon sens. Parce que les Bouhanni, Laporte, Cocard, malgré toute leur qualité, en sprint pur, ils sont pas aussi rapides que justement Sam Bennett. Donc il y avait que Démare à mon sens sur la start list, même au-delà des Français, parmi tous les sprinters qui pouvaient rivaliser, et avec ces petits couacs justement il n'a pas pu malheureusement rivaliser à 100%.
Ouais, c'est ça. Coquard et Laporte, ils sont plus polyvalents. On les attendait, ils sont réguliers, mais ils sont pas vainqueurs. Au final, c'est ce qu'on pouvait attendre d'eux, même si on avait beaucoup d'espérance en Laporte sur le dernier week-end. Boigny, il est pris dans 2 chutes, donc forcément, il y a de la déception de ce côté-là. Puis, comme l'a dit Titouan, Desmar, c'est des ratés de son équipe, c'est des ratés pour lui aussi. Voilà. Au final, on parlait de la France des victoires d'étape avant. Maintenant, on va parler de la France des podiums d'étape. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va continuer à présent ce podcast avec la deuxième course de ce début de mois de mars, avec Tirreno Adriatico, la course des deux mers, qui a sacré Tadej Pogačar, qui remporte déjà sa deuxième course par étape au retour de la saison, à sa deuxième tentative tout simplement. Tadej Pogačar qui devance Wout van Aert et Mikel Landa. Mikel Landa qui a près de 4 minutes, d'ailleurs pour le côté statistique, Wout van Aert deuxième à 1 minute 03, c'est le deuxième plus gros écart entre le premier et son dauphin sur Tirreno au XXIe siècle, pour qualifier un petit peu la performance de Tadej Pogačar. Et justement, vous direz qu'il est comment Tadej Pogačar en ce début de saison? Moi, je dirais qu'il est assez intouchable. On l'a vu sur aucune course vraiment en difficulté. Plus qu'en montagne, où évidemment il sort de très grosses performances, mais où c'est un grimpeur, on l'attend. C'est vraiment sur les chronos et sur les ballons qui m'a impressionné. Ces 2 chronos de début de saison là sur l'UAE et sur Tirreno ont été de très belles performances physiques, mais son étape des murs de Tirreno a été vraiment impressionnante. Il reprend 2 minutes à Van der Poel sur le dernier tour. Moi, ça m'a bluffé. 500 mètres de plus, je pense qu'il aurait rattrapé et déposé. Non, c'est vraiment là qui m'a impressionné, c'est sa polyvalence. On n'est pas non plus sur Van Aert, il ne gagne pas d'esprit passif, mais c'est ça, il ne semble pas avoir de faiblesse et il semble vraiment surdominant. Avant, on disait que ce serait Bernal qui gagnerait tous les grands tours. Maintenant, j'ai plus le sentiment que ce sera Pogačar qui va être temps présent pour la gagne sur tous les classements généraux. Et encore, il y a du beau monde qui arrive derrière avec, par exemple, à tout hasard, un certain Remco Evenepoel qui n'a pas encore repris sa saison. Donc, savoir ce que l'avenir nous réserve, à présent, c'est très très compliqué de l'imaginer, je pense. Hugo, est-ce que tu dirais, comme Titouan, que Pogačar est pour l'instant intouchable, tout simplement? Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter devant le phénomène. Il n'est pas tellement au-dessus en montagne, mais vu qu'il est dynamite en chrono et qu'il est dynamite sur les murs, il est intouchable. Je veux dire, Landa, il est pas si loin en montagne. Simon Yates, il est pas si loin en montagne. Mais Simon Yates, il a préféré faire n'importe quoi sur la deuxième étape. Au final, il y avait quasiment aucun concurrent. Quand je vois la mine qu'il a mise à Landa et Van Aert quand il est parti, il leur met 30 secondes en même pas 2 km. C'est démentiel. Il est parti pour faire encore mieux que l'an dernier? L'an dernier, je sais plus s'il avait remporté ses courses de début de saison, mais il avait au moins mis un certain moment pour démarrer sur le Dauphiné avant d'arriver à son top au Tour de France. Et là, il est déjà au-dessus de tout le monde, quoi. Pour être précis, l'an dernier, avant la coupure, il avait remporté le Tour de la communauté valencienne et fait deuxième du Tour des Émirats, derrière Adam Yates. Mais voilà, on n'avait pas cette sensation de domination de l'an passé, quoi. Là, c'est vraiment... Il y a un mec qui me suit, mais sauf que de toute façon, même s'il me suit, je peux le régler au sprint. Et puis après, je vais remettre la pilule le lendemain sur un autre terrain. Et puis, débrouillez-vous 4 minutes derrière pour le podium. Moi, je vais la victoire. Et l'autre coureur qui a surpris, qui a fait de très très belles performances sur ce Tirreno Adriatico, même si je dis l'autre, il y en a eu beaucoup d'autres. Je parle de Wout van Aert, deuxième à 1 minute 03 donc de Tadej Pogačar. Wout van Aert qui avait déclaré en début de saison vouloir jouer les classements généraux sur les courses d'une semaine. Il y est déjà quasiment arrivé avec cette deuxième place. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à le voir aussi fort dès ce Tirreno Adriatico? Je m'attendais plus ou moins. En fait, c'est pas tant au niveau
de ses performances en elles-mêmes que je m'attendais pas, parce que je m'attendais à le voir à peu près à ce niveau-là en montagne. L'étape des murs et le chrono, bon, c'est devenu dans ses cordes vraiment, mais c'est plus le fait que ce soit si proche de son stage et si proche de sa reprise, où il soit déjà si fort. C'est plus là où ça m'a impressionné, parce que normalement les stages en altitude ça met 2 semaines pour 100 mètres. Là il est descendu du volcan, il est quasiment direct allé au Strade Bianche pour juste après enchaîner sur un Tirreno où il a été vraiment monstrueux. C'est là où j'étais vraiment étonné, parce que sinon, ouais, comme je disais, son chrono, bon, il était vraiment très impressionnant, mais c'est son domaine, et les murs, il n'est même pas le meilleur. Hugo, de ton côté, étonné ou pas de la performance de Wout van Aert, deuxième sur ce Tirreno? C'est assez particulier parce que ils disent quelque chose avant la course et on les voit tellement forts, Van Aert et Van Der Poel, que moi je suis même plus étonné de ce qu'ils peuvent faire, parce que même s'ils disent je vais faire un bon classement général, tu dis ah ouais tiens ils vont être moins forts que les grimpeurs, mais au final tu te dis ouais bon de toute façon il va faire podium et puis moi je suis plus étonné de rien. Ils sont tellement surprenants qu'ils peuvent tout faire. Ouais non, je suis vraiment en mode ah tiens, il gagne le chrono, ah, il gagne l'étape des murs, ah, il gagne l'étape, il gagne le sprint, ah, il finit pas si loin sur l'étape de montagne. Ouais non, vraiment je suis plus étonné. Déjà une forme de lassitude qui s'installe. C'est sur quelle course, à votre avis, qui va remporter sa première course par étape d'une semaine, Wout van Aert? Le Tour de France, directement. Ah, une semaine, ni une moins. semaine. Non, d'une semaine, je le vois bien faire une perf sur un... je ne connais pas par cœur son programme, mais je le verrais bien remporter un Romandie ou quelque chose comme ça, où on est sur de la moyenne montagne avec le chrono. Pour l'instant, ce qu'on a, en tout cas sur, je me fie à Pro Cycling Stats, hein, pour l'instant, ce qui est annoncé, ce qu'on a comme programme pour Wout van Aert, c'est les Flandriennes, ensuite une coupure et reprise au Dauphiné avant le Tour de France. Non, Oui, le et puis- Dauphiné, j'ai du mal à l'imaginer vraiment performer. Ça reste quand même trop montagneux pour lui encore, enfin, bon, si on n'est pas au bout de nos surprises, mais face à des grimpeurs de l'acabit de Pogacar, ça m'étonnerait qu'il y performe, d'autant qu'il aura Roglic, qui c'est presque son pire ennemi au sein même de sa propre équipe. Alors, on sait jamais sur une Non. dernière étape. Hein. On l'a pas cité, mais juste le Big Bang Tour, hein, comme course par étape, c'est le plus logique au final. Oui, c'est même presque étonnant qu'il l'ait pas encore remporté. Bon, après, il n'a pas encore vraiment participé depuis son C'est vrai que par rapport à Courtois, Van Der Poel l'a remporté relativement, pas facilement, mais il a pu le remporter. Oui, on se dit que c'est parfaitement dans ses cordes. Dommage qu'on n'ait plus le Tour du Guangxi. Hein. C'est vrai que le Big Bang Tour, en effet, on pense, quand on dit course par étape d'une semaine, on pense aux courses un peu montagneuses, mais il y a le Big Bang Tour que Wout van Aert n'a toujours pas couru depuis son arrivée chez Jumbo-Visma, puisque 2019, il a abandonné sur le Tour, il était blessé. 2020, ça tombait. C'était sa coupure, je crois. C'était au moment de sa coupure. Je pense qu'il a préféré s'économiser avant le ronde. Et alors, vous nous avez parlé un petit peu de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui a remporté 2 étapes. J'allais dire que c'est le seul, mais non. Il fait comme Wout van Aert sur ce Tirreno, mais pas de la même manière. Une victoire au sprint, dans un sprint pour costaud sur la 3e étape. Et la démonstration sur l'étape des murs vers Castelfidardo. Alors, bon, je ne vais pas vous demander si c'est le numéro de l'année, je pense que la réponse est presque à tous les coups oui. Du début de saison, c'est sûr. De ce qu'on a eu pour l'instant, il n'y a pas énormément de débat, je pense, en effet. Mais est-ce que le comportement de Mathieu Van Der Poel à attaquer de loin, qui a d'ailleurs déclaré qu'il a attaqué parce qu'il avait froid, ce qui est quand même pas mal comme justification d'une attaque, est-ce que c'est l'exemple d'une nouvelle génération qui se pose moins de questions, qui va tenter davantage de choses? Je ne sais pas si c'est vraiment cette nouvelle génération ou si c'est parce qu'ils sont à un niveau physique au-dessus des autres. Parce que quand on voit un Evenepoel, je pense au dernier Tour de Pologne, et vu que on parle de lui aussi comme souvent comme dynamiteur de course,
Ils avaient beau s'organiser derrière, ils n'ont pas pu revenir. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus simple de faire des numéros. Mais c'est clair qu'on est face à une génération qui se pose moins de questions pour attaquer quand ils ont les moyens. Et ça, c'est beau. Parce que on pense dernièrement à l'Air Froome sur le Tour, où bon, il attaquait, mais c'était pas non plus. C'était pas exactement pareil. Dans le sens où il fracassait la course, puis après il attaquait plus vraiment. Là, même quand ils dominent, ils attaquent. Je pense à Pogačar, bon, il n'a pas forcément besoin de revenir si proche de Van Der Poel, d'essayer de prendre la victoire d'étape sur l'étape de Castelfiorado. Et il l'a fait. Et Van Der Poel, oui, justement, je m'attends presque à le voir attaquer dès la Cipressa sur Sanremo, tellement il attaque de loin. Bon, Seulement la malheureusement, Cipressa. ça peut lui jouer des tours. Je pense à Kurl-Bruxelles-Kurn où bon, il attaque de super loin, mais au final il se fait reprendre et il n'est pas en mesure de disputer le sprint. Ça c'est bien, justement, qu'il ne se pose pas de questions pour l'instant, qu'il ne soit pas une machine à gagner, qu'il soit juste une machine à attaquer. Pour l'instant, je trouve ça très appréciable. Hugo, pareil, ça apporte un vent de fraîcheur. Ouais, pour moi, c'est pour le niveau physique, pour leur polyvalence, parce que comme ils se font pas décrocher en montagne, enfin, pour Van Aert, je parle, comme il ne s'est pas décroché en montagne, après, il peut se permettre plus de choses. Ça, c'est comme il est le plus fort, Van Der Poel, comme il est le plus fort sur les monts, comme il est très fort dans les pavés, comme il a son expérience du cyclocross, bon, bah, forcément, ça rend la chose facile, hein. Ces dernières années, on a vraiment l'explosion de ceux qui viennent du CX, quoi. Même si les jeunes, ça explose aussi, ça attaque. Mais voilà, aussi Pogačar, il peut se permettre ça parce que c'est le plus fort en montagne, c'est le plus fort en vallon, comme on l'a vu. Il est super costaud en chrono. Ouais, c'est décomplexé, mais c'est aussi parce qu'ils ont un niveau physique mais complètement dingue, quoi. Ça, en fait, on a 3-4 Merckx en même temps, quoi. 3-4 Merckx, Hinault, parce que c'est la seule comparaison qu'on a dernièrement qui sprint, qui grimpe, bon, moins pour Van Der Poel, Pogačar qui respectivement ne grimpe et ne sprinte pas. Mais ça, en fait, on a vraiment un gros niveau physique qui leur permet de faire du spectacle. Bon, après, malheureusement, quand on a les humains derrière, c'est moins impressionnant, mais ça, dans un sens, ça rend les autres courses où ils sont pas présents aussi plus sympas, parce que ça laisse un peu plus de suspense, c'est plus ouvert. Et pour finir sur Tirreno Adriatico, notre petit point habituel sur les coureurs français, bien évidemment. Au classement général, on a un coureur qui est dans le top 10, il s'agit de Romain Bardet, 8ème du classement général. C'est bien de le revoir à un tel niveau, Hugo? Ouais, clairement, vu qu'il avait, il avait abandonné sur le Tour, il avait repris sur Paris Tour juste à la fin de la saison, il me semble. Et là, il a repris sur les classiques, donc j'étais intrigué de savoir quel niveau il allait avoir en montagne. Au final, il était pas exceptionnel, mais il a limité la casse, et puis il était super sur l'étape des murs quand même. Il était bien. Donc au final, ça fait une semaine consistante pour une reprise, on va dire. Donc ouais, je trouve que son Tirreno, il est très correct. Titouan, un mot sur peut-être la course de Romain Bardet? Moi, ouais, comme Hugo, je l'ai trouvé vraiment encourageant pour la suite. Puis c'est aussi bon signe dans le sens où il s'est bien adapté à sa nouvelle équipe, à la DSM, et sans perdre de ses qualités. Par exemple, on l'a vu bien aimé batailler sous la pluie, dans les murs et tout, sur l'étape des murs justement, où il a été offensif. Et ça, c'est vraiment bon signe pour la suite. Bon, après, j'espère qu'on le verra au Giro, qui semble pour l'instant plus ouvert et où il pourra aussi attaquer par rapport au Tour qui doit être cadenassé pour l'instant, s'il se profile par les Jumbo. Voilà. Ouais, en plus, le Giro lui convient super bien avec des bonnes étapes et puis moins de chrono que prévu. Donc il a attendu, hein. Après, sur ce Tirreno, on a eu un Français vainqueur d'étape, à savoir Julien Alaphilippe, qui s'est un petit peu mis au service de son coéquipier portugais João Almeida. Un mot sur Julien Alaphilippe, il est là où on pouvait l'attendre? Mais franchement, il aurait pu continuer la France des podiums d'étape. Ça me déçoit. Non, personnellement, moi je trouve qu'il est dans les temps, plus sérieusement, pour ses objectifs du Ronde et de Liège.
Il n'est pas encore surdominant, tout en étant en forme par rapport aux autres. Donc voilà. Moi, j'attends de voir la suite avec impatience pour lui, parce qu'il semble vraiment sur une pente ascendante, presque aussi raide qu'une mur de Tirreno. Donc voilà, à voir jusqu'où il va aller. Et pour finir, le coureur que beaucoup de monde suit dont à peu près tous les faits et gestes sont commentés et scrutés, à savoir Thibaut Pinot, qui a terminé 43e du classement général, qui a pris la 34e place sur l'étape de montagne à l'arrivée à Prati-di-Tivo, mais qui tout de même a réalisé le 15e meilleur temps sur le contre-la-montre final. Est-ce que c'est une performance qu'on peut qualifier de rassurante pour Thibaut Pinot? Bah oui, c'est rassurant, hein. C'est 15e sur un pur exercice de spécialiste comme ça. Je pense qu'on peut dire que c'est rassurant parce qu'il n'avait pas tout le temps été très bon en chrono ces dernières années, avec des perfs assez fluctuantes. Bon, ça ne veut pas forcément dire, parce que la position de chrono est très différente, en plus c'est sur un effort très court, mais au moins il est là, il est présent, c'est déjà ça. J'ai pas forcément d'indice, c'est ni positif ni négatif. Voilà, il a fait un truc sur le chrono, c'est déjà bien. Moi, ce qui me rassure aussi, c'est son mental. Parce que bon, bien sûr, reprocher ça à tort, selon moi, son niveau mental. Mais alors que là, il a vraiment l'air d'être en pleine confiance pour la suite. Même si le physique ne suit pas encore complètement, mais il est en confiance. Et il a l'air de pas vraiment râler, contrairement à d'autres fois où on sentait que quand il faisait une mauvaise perf, il râlait. On avait l'air. Enfin, il avait l'air de penser que ça pouvait pas s'améliorer. Là, justement, il a l'air en confiance pour que ça aille mieux pour la suite. Et c'est plus à ce niveau-là que je suis rassuré, parce que quand il est bien dans sa tête, le reste, ça suit souvent plutôt bien. Et voilà, je sais pas s'il sera vraiment en forme pour le Giro. J'attends de voir les enseignements autour des Alpes. Mais avant, j'avais pas du tout d'espoir. Là, maintenant, j'ai une once d'espoir que ce coureur réussit toujours à raviver chez moi. On va terminer ce podcast en parlant de Milan-San Remo, la course la plus longue du calendrier cycliste qui a lieu ce samedi. Un petit favori, un petit tour pour commencer? Alors moi, ça va être le favori du cœur, pas vraiment de la raison, mais c'est Philippe Gilbert. Pour le 5e monument? C'est ça, le Strive for Five. Alors, un peu de la raison quand même, parce qu'il y a des choses qui poussent à penser qu'il peut faire quelque chose de bien. Par exemple, le fait qu'il ait fait du rythme sur Paris-Nice, je pense notamment à la première étape où il était à l'attaque, tout en se mettant pas à fond. Et par rapport aux trois autres cyborgs, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, qu'on vient taper dans les réserves sur Tirreno, quoique un peu moins pour Alaphilippe. Mais et sinon, si je devais choisir un coureur de la raison, ce serait Van der Poel, mais j'espère que Gilbert va tirer son épingle du jeu avec une tactique qui va nous sortir. Il a le secret. Et Hugo, de ton côté, qui est-ce que tu vois s'imposer samedi à San Remo? Tito, on l'a dit, pour moi c'est Van der Poel, parce que quelle que soit la configuration de course, on est quand même sur une course de 300 bornes, donc il va quand même le favoriser sur l'endurance et avec sa pointe de vitesse. Qu'il y ait une situation où ça tape peu ou beaucoup dans le Poggio, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il sera là et qu'il sera vraiment surveillé, c'est le favori, quoi. Enfin, le problème c'est qu'il a sa pointe de vitesse et que dans toutes les configurations, normalement il est censé pouvoir suivre. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de voir quelqu'un d'autre l'emporter, peut-être à part Van Aert. Alaphilippe, il faut qu'il fasse assez d'écart dans le Poggio. Ça reste le Poggio, c'est quand même une montée roulante. Donc vraiment, à part Van der Poel, je pense vraiment à personne d'autre pour s'imposer. Après, pour moi, Gilbert, c'est un peu la hype Strive for Five, mais à part ça, je le mets pas du tout dans les favoris. Parce que pour moi, il a plus les capacités de s'isoler en tête. Il pourra que suivre dans le Poggio pour moi. Et ensuite, il n'a pas la pointe de vitesse pour vraiment espérer faire mieux que top 10 ou voire top 5. Bon, ok, en tout cas, donc Mathieu Van Der Poel, la grosse pancarte pour vous, en tout cas, Hugo et Tito. Et puis, on suivra avec attention la course de Philippe Gilbert, toujours à la recherche de son 5e monument, lui qui s'est déjà imposé
sur Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie. Il ne reste plus qu'un petit Milan-San Remo à ajouter à son palmarès et là, ça sera complet. Et bien voilà, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce podcast. Merci Hugo et Titouan d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, c'est sympa encore une fois. Et donc on suivra avec attention Milan-San Remo à retrouver samedi et Milan-San Remo qui d'ailleurs sera à suivre en intégralité à la télévision, ou tout du moins en diffusion sur le player Eurosport, mais aussi en live tweet sur le compte Twitter du groupe Eto, le groupe Eto pour ceux qui ne seraient pas au courant. On se retrouve quant à nous pour le prochain épisode de Chasse Patate d'ici 2 semaines. Il y a de nouvelles courses qui arrivent très vite et les Flandriennes qui vont commencer dans quelques semaines. Ça arrivera très rapidement au programme. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. A bientôt dans Chasse Patate.